8 octobre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Séminaire sur le numérique à ETélé ce vendredi. Objectif, réfléchir aux solutions pouvant dynamiser et rendre plus efficace la chaîne sur les médias sociaux. Le compte rendu dans ce journal. Les cérémonies officielles de la GANI ont démarré ce matin à Niki. En prélude, 2 membres du gouvernement ont détaillé aux autorités de la Cour impériale le projet de la reconstruction du palais. Après la première semaine de formation au profit des autorités portuaires et maritimes, initiée par la CEDEAO, un bilan a été fait. C'était l'occasion de recueillir les différentes suggestions et recommandations. Merci de nous préférer pour vous informer. Il s'est tenu ce vendredi 7 octobre 2022 dans les locaux de ETélé un séminaire sur le numérique. Utiliser au mieux les supports numériques pour atteindre les objectifs d'audience de ETélé, c'est le thème autour duquel les échanges ont eu lieu. L'objectif de ce séminaire d'échange est de réfléchir afin de trouver des solutions pouvant dynamiser et rendre plus efficace la chaîne sur les médias sociaux. Le compte rendu avec Émeric Okupeli et Paul Estessa aussi. Je suis convaincu que nous n'avons pas encore trouvé le bon bout. Mais on est sur le chemin. C'est une matinée d'échange et de réflexion qui se focalise sur un sujet devenu presque un casse-tête pour les responsables de ces chaînes de télévision. Comment utiliser au mieux les supports numériques pour atteindre les objectifs d'audience de ETélé? C'est la problématique qui a réuni journalistes, spécialistes des questions du numérique, rédacteurs web et community managers. Il faut préciser que c'est une idée du premier responsable de la chaîne, Agapit Napoléon Mafoulikan, parce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, aucune chaîne de télé, en tout cas aucun média conventionnel ne peut faire l'économie des réseaux sociaux, simplement parce que ça crée des voies parallèles d'information qu'il convient d'épouser pour atteindre l'audience cible. Donc aujourd'hui, c'est agi pour nous de réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter pour pouvoir être présent de façon efficace sur ces différents réseaux. Être présent et plus efficace sur les médias sociaux, c'est le but poursuivi. Et pour y arriver, Agapit Napoléon Mafoulikan énumère quelques critères pouvant conduire à l'atteinte de cet objectif. Ça dépend de la passion que chacun y met. C'est d'abord la première chose. Journaliste, est-ce qu'il est passionné à son travail? La deuxième chose, c'est la connaissance qu'il a du secteur. Ce n'est pas un secteur de rue. Ce n'est pas un secteur de rue, c'est un secteur particulier. Donc, est-ce qu'il s'y connaît? Est-ce qu'il s'y adonne? Est-ce qu'il se cultive? Le problème, c'est ça, la culture. Au cœur de ce séminaire, des partages d'expérience avec des personnes bien averties, des community managers, mais aussi la présentation de la synthèse de mémoire portant sur l'influence d'éthique sur les médias, cas de ETélé. ETélé a beaucoup de problèmes qui s'observent généralement dans les chaînes de télévision béninoises. Et la première étape vers la résolution d'un problème, c'est la prise de conscience de son existence. Et nous avons pu remarquer aujourd'hui que autant la direction exécutive de la chaîne que le personnel, tout le monde est conscient des problèmes que la chaîne a. Le seul complément que nous nous sommes venus apporter, c'est peut-être des idées concrètes sur comment il faut procéder pour résoudre ces petits problèmes-là de façon à ce que ETélé soit une enseigne numérique aussi forte que l'enseigne classique qu'elle est déjà. Déjà, le journaliste doit un peu plus parler de lui. Il doit ouvrir ses canaux pour partager les médias que sa chaîne propose. Mais il faut aussi travailler sur soi-même. Il faut alimenter ses réseaux sociaux, il faut alimenter son WhatsApp, il faut alimenter son Facebook. Parce que plus on crée le lien, plus l'internaute, plus l'audimat se sent intéressé par ce que l'on dit. Au terme de ce séminaire qui jette les bases d'une redynamisation de la plateforme numérique de la chaîne, des recommandations sont attendues afin de rendre plus efficace ETélé sur les médias sociaux.
Afin de passer en revue les notions apprises durant la première semaine de formation initiée par la CEDEAO au profit des autorités portuaires et maritimes, le directeur du Centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a tenu à échanger avec les participants. Occasion pour eux de faire part de leurs différentes suggestions et recommandations pour une maîtrise des codes internationaux pour la sécurité des navires et des installations portuaires et au code maritime international des marchandises dangereuses. Stélia Padonou, Prudence Kousouan. Conviés à 2 semaines de formation sur les dispositions réglementaires liées au Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires et celui du Code maritime international des marchandises dangereuses, ces acteurs du monde portuaire et maritime venus de 14 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sentent plus ou moins aguerris en l'espace d'une semaine de cours, d'échanges et de partage d'expériences. Philippe Bocor, directeur du centre de formation de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre, se réjouit de la bonne marche des travaux. Pourquoi Code ISP7 et sécurité maritime? Qu'est-ce que le mot sécurité vient chercher dans le Code ISP pour monsieur tout le monde? On a des invités qui ne sont pas forcément dans la sécurité ni dans le port, mais c'est parce que plus de 90% des flux de marchandises échangés dans le monde viennent par les ports. La question de sécurité concerne tout le monde, du port à l'Interland également. Mais pour qu'on puisse s'assurer que c'est bien maîtrisé, il fallait de temps en temps se poser la question. Est-ce que tout le monde connaît les réglementations? C'est le lieu pour les participants de remercier les responsables de la CEDEAO et de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont œuvré pour la tenue de cette activité qui s'inscrit dans le cadre du plan d'activité prioritaire 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO. Profitant de cette table ronde, participants et responsables du domaine formulent quelques doléances en vue de la sécurité sur les côtes. Nous avons beaucoup appris des différents intervenants et particulièrement ce matin où nous avons appris sur la réglementation en matière de sûreté, sur également la formation, la nécessité de la formation et de l'expertise des acteurs, surtout les acteurs qui sont l'autorité désignée. Ma recommandation, ça va vers la vulgarisation au grand maximum de ce code ISPS pour que chacun s'approprie le danger que ça constitue si on ne fait rien, pour que les marchandises arrivent en sécurité. Les propositions et suggestions ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Celles liées à la formation seront prises en compte pendant les 1 semaine que vont durer encore la formation et les autres bien après. Cette table ronde était le prétexte de donner la parole aux représentations des États. Et l'intérêt qu'ils portent à cette activité, c'est reflété dans les recommandations. Ils ont surtout insisté sur le caractère fondamental de la formation certifiante des personnels, parce que la sûreté est une question pointue, qui n'admet pas d'amateurisme, si je puis dire. Ils ont également insisté sur l'aspect coopération. Et cette coopération est déjà mise en œuvre par la CEDEAO dans le cadre de sa stratégie, mais il faudrait renforcer parce que la coopération a plusieurs niveaux. Politique, stratégique, mais aussi une coopération sur le terrain, une coopération opérationnelle. Donc, mise en application dans les différents ports de la sous-région à des degrés différents, les responsables de la CEDEAO se disent encore déterminés à œuvrer pour la maîtrise de ces dispositions par les acteurs portuaires et maritimes.
On l'annonçait en titre à la veille du lancement officiel des hostilités de la Gani édition 2022. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, s'est entretenu avec les autorités de la Cour impériale de Niki, accompagné de son homologue du numérique et de la digitalisation. Les deux membres du gouvernement ont ce vendredi 7 octobre apporté aux futurs bénéficiaires plus de précisions sur la reconstruction du palais. Le compte rendu avec Moucharaf Soumanou et Maké Kako. En prélude à la célébration de la fête de la Gani, les ministres de la Culture et du Numérique ont effectué une visite de travail à la Cour impériale de Niki. Objectif, imprégner le Sina Boko Sabinaïna III et ses ministres du projet de construction du nouveau palais royal et de l'arène de la Gani. Vous savez à quel point ce gouvernement tient à la culture, au patrimoine et au tourisme. Alors nous avons là un patrimoine immatériel qui va nous permettre de mettre en tourisme toute la région et en particulier la commune de Niki. Donc nous sommes venus, ma collègue du numérique et de la digitalisation et moi, nous sommes venus voir Sa Majesté pour lui expliquer le programme que le gouvernement a retenu et surtout pour lui dire qu'il y a une dizaine de jours, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation par entente directe pour la construction du palais et de l'arène de la Gani. Donc c'est cette information que nous sommes venus donner à Sa Majesté et nous avons rassuré Sa Majesté du fait que les travaux commenceraient dans les plus brefs délais. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, native de la région, n'a pas manqué de dire le total accompagnement de l'institution qu'elle dirige dans la réalisation de cette infrastructure. Le tout dans la vision du chef de l'État de promouvoir les valeurs culturelles. C'est l'ensemble du gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, son chef, qui travaille inlassablement à ce projet et qui va œuvrer pour que le projet se mette en œuvre dans les délais convenus. Et en tant que fille du Bénin, je suis très heureuse, comme nous l'avons entendu par rapport aux impressions, aux ressentis de l'empereur Sabinaïna III, qui a manifesté sa joie, son contentement, qui a remercié le chef de l'État et qui a dit toute la reconnaissance de sa cour vis-à-vis de ce message reçu du chef de l'État que mon collègue vient de délivrer. Le premier citoyen de la ville de Niki adresse au nom de tous ses administrés et de l'empereur Sabinaïna III ses remerciements au gouvernement du président Patrice Talon pour l'ensemble des réalisations dont sa commune est bénéficiaire. Je dirais que les prières sont entendues parce que ça a été notre souhait et sans gros efforts, on avait l'unicité d'esprit avec le gouvernement, et le chef de l'État, le ministre de la Culture. Nous sommes vraiment heureux. Nous avons eu de l'eau dans notre moulin. Je crois que désormais, nous aurons la place que nous méritons sur l'échiquier de la culture dans notre pays, dans la sous-région et dans le monde. Je remercie très sincèrement le gouvernement, les ministres ici présents, le chef de l'État qui ne nous a jamais oubliés. Merci à tous ceux bon monde qui travaillent pour le rayonnement de la culture Batomo et Beau. Rappelons que le nouveau palais royal du Baroutem qui sera construit va comporter la résidence du roi, la résidence de la reine-mère, une mosquée, une arène pour les fêtes de la Gani, une place de manifestation festive de 3500 places et un parking d'environ 300 places. En 2018, le législateur béninois a doté le pays d'une loi sur le bail à usage d'habitation. L'objectif principal visé par le Parlement est de mettre fin à certains abus des propriétaires vis-à-vis des locataires. Quelques années plus tard, quel est l'état des lieux et qui du respect de cette loi? Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Suivez. De chaudes discussions entre bailleurs et locataires. Il y a quelques années en arrière, ces échanges tendus qui tournaient autour de plusieurs dysfonctionnements étaient plus fréquents. Mais une réforme est venue siffler la fin de la récréation. Cette réforme, la voici. La loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Les populations, fondamentalement, surtout de Cotonou, ont insisté sur la question de la réglementation des baux à usage d'habitation. Nous en avons fait un élément essentiel et nous l'avons promis aux populations
qu'une fois au Parlement, nous nous battrons pour ça. Cette loi-là, le gouvernement l'a soutenue et nous sommes même allés en séminaire parlementaire sur financement du gouvernement. C'est fait, cette loi-là vient d'être votée. Cette loi vient soulager les peines des locataires qui subissaient il y a encore quelque temps le diktat des propriétaires. Elle vient aussi protéger les propriétaires contre les locataires indélicats. Ainsi, en son article 59, la loi dispose que le montant du cautionnement à titre de garantie ne peut excéder une somme correspondant à 3 mois de loyer. C'est d'ailleurs l'une des principales innovations de cette loi. Mais quid de son respect? Oui, la caution est respectée. Avec l'agence que je suis actuellement, ils ont toujours respecté, comment on appelle, les 3 mois. Parce que j'ai eu à louer chez eux 3 fois. Donc c'est un peu ça. La caution de 3 mois est respectée, en tout cas dans la maison-ci. Donc je ne pense pas qu'on ait eu face à un problème comme ça, qu'on ait eu à faire face à un problème du genre. Si les 3 mois de caution sont respectés par certains bailleurs, d'autres par contre continuent d'imposer selon leur respiration le nombre de mois de caution. Certains ont trouvé même une alternative, celle d'exiger une avance sur loyer, autrement dit, le prépaiement. Oui, c'est vrai. Avant cette loi, ce qui se faisait, c'est qu'on prenait 6 mois. Les 6 mois représentaient quoi? Les 6 mois représentaient 3 mois de garantie financière pour les réparations éventuelles, pour les dommages causés au local, 3 mois. Et les autres 3 mois représentaient les avances sur loyer. C'est-à-dire, quand la personne dit je n'ai pas le loyer ce mois-ci, il y a ces avances sur loyer qui couvrent ces impayés-là. Lorsque la personne dit, le locataire dit je veux sortir dans 3 mois, elle peut décider de ne plus payer le locataire, bien sûr, il peut décider de ne plus payer le loyer. D'accord? Ces avances sur loyer couvrent. Donc, ce que le législateur a fait, c'est de dire ce n'est plus obligatoire de prendre ces avances sur loyer. Vous prenez juste la garantie financière et la personne s'engage, le locataire s'engage à payer régulièrement le loyer. Il y en a qui viennent, ils paient les 3 mois de caution, mais ils décident eux-mêmes de compléter des avances sur loyer, des prépayés de 3 mois, de 6 mois et autres. On prend. Mais ce que la loi nous impose de faire et qu'on respecte, c'est que si la personne dit je n'ai que les 3 mois de garantie financière, louer, je veux louer votre maison, on ne peut pas refuser. Parlant de plaintes devenues presque récurrentes, c'en est une. Quand on veut rentrer dans la maison, les démarcheurs prennent une part. Pourquoi? Et pourtant, l'article 29 de la loi est bien clair. Il stipule que la commission ne peut excéder 50% du loyer mensuel. Une réglementation qui divise parfois des marchés et agences immobilières qui exigent une commission d'1 mois de loyer. Je suppose un client, il vient chez nous tout de suite, il dit qu'il veut louer ça chez nous. Mais il est accompagné d'un démarcheur. Il dit au démarcheur qu'il n'a que la moitié de l'agence, des frais de commission à payer. Ce qui se passe souvent, c'est que le démarcheur lui dit que, bon, étant donné que c'est lui qui nous l'a présenté, lui doit prendre la moitié, c'est-à-dire la moitié, si la chambre est 50 000 par exemple, lui doit prendre 25 000 francs. Alors que nous, on avait l'habitude de prendre la moitié de la commission également. Là, la loi n'a pas été très claire. Donc, la moitié, c'est 25 000. L'autre refuse de prendre 25 000 divisé par 2 pour que nous-mêmes, nous puissions prendre la moitié restante pour quand même supporter les charges de déplacement, tout ça. Ce que le législateur a prévu, c'est 50% du montant du loyer. Ce n'est pas complètement interdit. Parce que si on enlève aujourd'hui ces frais de démarchage, c'est-à-dire que l'activité va prendre un coût. Et malgré l'existence de la présente loi, des dispositions continuent d'être foulées aux pieds, surtout en ce qui concerne le contrat que chaque bailleur impose à ses locataires selon son humeur. Par le biais d'un arrêté pris le 22 juin 2022 par le ministre du Cadre de Vie, le gouvernement rend public un contrat type de bail à usage d'habitation domestique. Malgré cela, les vieilles habitudes persistent. Je peux vous répondre tout de suite que nous, on n'utilise pas exactement le même formulaire, mais quand même, si vous prenez le formulaire de l'État, le contrat type et vous prenez notre contrat, vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence. Dans ce contrat, il est prévu tous les types de relations qui peuvent exister entre le bailleur et son locataire. Le législateur est suffisamment averti pour prendre cette décision-là qui va s'appliquer à tous les citoyens béninois. Il suffit juste que chacune des parties puisse respecter les dispositions légales en la matière. Avec ce contrat type, chaque partie prenante est protégée, mais les difficultés n'en manquent pas. C'est surtout au niveau du préavis qu'il faut donner aux locataires.
il faut donner au moins 3 mois de préavis, alors que la personne a payé 3 mois d'avance. C'est très compliqué. Déjà par rapport à la caution, au moment où on prenait les 6 mois, il y a des gens qui sortent des maisons, des chambres, et la caution ne suffisait même pas pour réparer les dommages et causés. C'est insuffisant. Donc je pense que si moi je dois faire une proposition de correction au législateur, c'est de faire sortir une possibilité de prendre une garantie financière pour peut-être les grosses œuvres. Par exemple, la peinture qui prend beaucoup de place dans les travaux de réaménagement. Et puis je pense que ça va compenser un peu les difficultés que nous avons aujourd'hui. Mais quid du non-respect des dispositions de cette loi? En droit commun, lorsque les parties ne respectent pas les engagements qu'ils prennent dans l'établissement, dans la conclusion du contrat, évidemment, il y a des sanctions. La loi a prévu, par exemple, des amendes qui peuvent être données à des personnes comme des démarcheurs qui ne sont pas formalisés, mais qui exercent leur activité en toute impunité. Ils peuvent être sanctionnés par des amendes et voire même par des peines privatives de liberté. Dura lès, sed lès. Autrement dire, la loi est dure, mais c'est la loi. Une loi à laquelle bailleurs et locataires sont invités à se plier afin d'éviter ces scènes déshonorantes, frustrantes et même parfois suicidaires qui s'observent dans nos localités. C'est un élément signé Émeric Okupeli, Prudence Kousouram, hors de nos frontières. Pour la région du Xinjiang nord-ouest de la Chine, le bassin du fleuve Tarim est non seulement une importante source d'eau, mais aussi une formation solide pour l'économie. Des années d'efforts continus ont permis d'améliorer davantage l'écologie du bassin de ce fleuve. Suivez. Le comté de Kekeya, dans la préfecture d'Aksu au Xinjiang, célèbre une nouvelle récolte exceptionnelle. Cette année, grâce à un approvisionnement en eau suffisant, plus de 20 000 hectares de pommiers sont prêts à la récolte. Aksu est situé dans la zone en amont du fleuve Tarim. Autrefois, c'était un important foyer de tempêtes de sable dans le Xinjiang et le comté de Kekeya a été confronté au problème de la désertification et de la salinisation. Il était courant d'y voir des tempêtes de sable frapper les champs agricoles et les villes voisines au printemps et en automne. Dans les années 1980, Kekeya a lancé un projet de reboisement du désert. Les populations locales et les fonctionnaires du gouvernement ont planté bon nombre d'arbres et construit des canaux pour détourner des eaux. Des zones autrefois stériles se sont transformées en oasis avec des réserves de dattes rouges, de noix, de pommes et de poires. Du Minchao a été témoin de ce changement. Abdullah est un villageois du comté de Chache dans le Xinjiang. Une partie de son travail consiste à construire des serres pour permettre aux agriculteurs de cultiver des légumes. Sa ville natale est proche de la rivière Yarkand, qui est l'un des affluents du fleuve Tarim. Par le passé, les inondations ont toujours été une source de préoccupation pour la population locale. Mais aujourd'hui, l'eau des crues est détournée pour l'irrigation, ce qui permet aux gens d'améliorer leur qualité de vie. La fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.